Copenhague, décembre 2009. Habituellement, les grands sommets onusiens laissent relativement indifférents. Mais en toile de fond du sommet climat de Copenhague se projettent les enjeux économiques de demain et l'aggravation prévisible des fossés entre le nord et le sud. La planète doit trouver collectivement une réponse au réchauffement climatique. Avant même son ouverture, le sommet porte le poids d'un immense espoir. D'un exercice de négociation technique, il s'est transformé en sommet historique. Était-il prêt à porter cette responsabilité ? Où en est-on le 7 décembre 2010, jour de l'ouverture d'une rencontre qui va durer 15 jours ? En 1997, au moment de la signature du protocole de Kyoto, 40 pays industrialisés s'engageaient à réduire leurs émissions de CO2 de 5% en 2012 par rapport à 1990. 2 ans de négociations ont confirmé la volonté de cet engagement. Le sujet est devenu mondial. 140 chefs d'État vont s'asseoir autour de la table pour ce que l'on nomme déjà le plus grand sommet de l'histoire planétaire. À l'échelle du globe, nous n'émettons pas tous la même quantité de gaz à effet de serre. Il y a même des différences énormes. Ainsi, un citoyen des États-Unis émet aujourd'hui plus de 20 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 130 000 km en voiture. Un Européen 9 tonnes, soit moitié moins, un Chinois 4 tonnes et un Indien 1 tonne. L'accord auquel on cherche à parvenir devrait permettre de diviser par 2 les émissions mondiales, afin de ne pas dépasser une augmentation de 2 degrés. Au départ, la COP15 devait préparer la sortie du protocole de Kyoto, caduc à partir de 2012, et refonder de nouvelles bases. Un texte de 200 pages sert de scénario. Il doit être accepté par tous. Pour diviser par 2 les émissions mondiales, tout en permettant aux pays en développement de résoudre la pauvreté, les pays industrialisés doivent donc diviser par 4 leurs émissions. Les objectifs reposent sur les conclusions des 8000 experts du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, dont fait partie le climatologue Jean Jouzel. La création du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, à la fin des années 80, qui était marquée d'une pierre blanche parce qu'elle nous a amené elle a permis de mettre, je dirais, sur la place publique ce problème qui était alors potentiel d'une influence des activités humaines sur le climat. Disons, les clignotants étaient déjà au rouge. Les politiques ont réagi assez rapidement. Le rôle du GIEC n'est pas de dire aux politiques « voilà ce que vous devriez faire », il est de dire « si vous émettez beaucoup de gaz à effet de serre, ça risque quand même de se réchauffer plus que si vous en émettez moins ». Hein, ça, c'est simple comme message. Et c'est le message qu'on doit donner, c'est tout. Après, le politique qui se retrouve à la Convention climat, eh bien, il doit prendre des décisions, ne pas en prendre, c'est son rôle. Stabiliser les émissions de CO2 et limiter l'élévation des températures à 2 degrés, pas simple. Pour les pays riches, diviser par 4 les émissions, cela signifie modifier profondément les activités humaines et inventer une économie plus responsable. Pour les pays en développement, c'est maîtriser le progrès. Dans les 2 cas, c'est un défi sans précédent pour l'histoire de l'humanité.